Je m'appelle Daniel, j'ai 34 ans, et hier j'ai regardé la personne qui a détruit mon mariage me supplier pour de l'argent. Avant de vous parler du moment où je lui ai enfin ri au nez, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Ça m'aide à me sentir un peu moins seul dans ce pétrin. Le téléphone a sonné à 14 h un mardi. J'étais à mon bureau, en train d'examiner les plans d'un nouveau projet d'architecture logicielle. C'était un numéro que j'avais supprimé il y a 6 mois. Mais je connaissais ces chiffres par cœur. Je les connaissais comme je connaissais la cicatrice sur mon sourcil gauche. C'était David, mon petit frère. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Ma main planait au-dessus de l'appareil. Je pouvais sentir la vibration contre le bureau en acajou. Un bureau que j'avais payé avec mon propre salaire dans un bureau que j'avais construit de mes propres mains. Je n'avais plus peur de lui. Je ne voulais tout simplement pas entendre sa voix. Mais la curiosité est une chose dangereuse. J'ai glissé vers la droite. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Ma voix était calme. D'un calme plat. « Daniel, s'il te plaît. » Il avait l'air désespéré. Il y avait un bruit de reniflement humide, comme s'il avait pleuré. Ou peut-être qu'il était juste ivre. Ils m'ont viré du programme. Je ne peux pas payer les frais de scolarité. Et Karen, elle menace de prendre Henri si je ne trouve pas de pension alimentaire. Tu dois m'aider. Tu es mon frère. Frère. Ce mot avait une signification pour moi autrefois. Il signifiait la loyauté. Il signifiait le sang. Maintenant, il n'a plus qu'un goût de cendre dans ma bouche. J'ai baissé les yeux sur les papiers posés à côté de mon ordinateur portable. C'était la copie finalisée du testament de mon père. L'encre était à peine sèche sur les documents d'homologation. 2 millions de dollars. Actions, obligations, la maison familiale et la collection de voitures anciennes. Tout cela légalement à moi. Tu n'es pas mon frère, David, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. Tu as perdu ce titre le jour où tu as décidé que ma femme n'était qu'un autre jouet avec lequel tu pouvais t'amuser. Ne sois pas comme ça, a-t-il lâché, son ton passant instantanément de la supplication à l'exigence. C'était le David que je connaissais. Maman a dit que tu avais tout eu. Ce n'est pas juste, Daniel. Cet argent, c'est l'argent de la famille. J'ai un fils. Ton neveu. Mon neveu. J'ai ricané. C'était un son froid et sec. Le fils que j'ai élevé pendant 3 ans en pensant qu'il était le mien. Ce neveu-là. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge. Mais pour comprendre pourquoi ce moment a été si incroyablement satisfaisant, pour comprendre pourquoi l'entendre supplier était de la musique à mes oreilles, il faut remonter en arrière. Il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une femme infidèle ou d'un héritage volé. Cette guerre a commencé il y a 30 ans pour un bol de céréales. En grandissant, il y avait 2 réalités distinctes dans notre foyer. Il y avait le monde de David, et puis il y avait le mien. David avait 3 ans de moins que moi. Il était bruyant, charismatique et ressemblait exactement à notre père. Des épaules larges, une mâchoire carrée, ce look classique de footballeur américain. Moi, je tenais du côté de ma mère. Mince, silencieux, ayant besoin de lunettes. À l'âge de 7 ans, j'étais l'introverti qui aimait construire des Legos en silence. David était l'ouragan qui entrait et les fracassait. Et ma mère, elle vénérait le sol sur lequel David marchait. Je me souviens très bien d'un samedi matin. J'avais 10 ans. J'étais assis à la table de la cuisine, mangeant mes céréales et lisant un livre sur les dinosaures. C'était le seul moment où la maison était calme. Puis David est entré. Il avait 7 ans, mais il était déjà grand pour son âge. Il s'est assis en face de moi, me fixant avec cette lueur malicieuse dans les yeux. Il ne voulait pas de céréales. Il voulait du divertissement. Un télo, a-t-il chuchoté. Je l'ai ignoré. J'avais appris que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Il s'est penché et a attrapé mon bol. Avant que je puisse l'arrêter, il a craché une bouchée de jus d'orange et de pain grillé à moitié mâché directement dans mon lait. J'ai regardé les débris flottants, choqué. Mon estomac s'est retourné. Maman, ai-je crié. Maman est arrivée en courant de la buanderie, s'essuyant les mains sur son tablier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Pourquoi cries-tu? David a craché dans ma nourriture.
J'ai montré le bol. Maman a regardé le bol, puis David. David a écarquillé les yeux, prenant son air le plus innocent. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai toussé. Je suis malade, maman. Maman a soupiré. Mais elle ne regardait pas David avec colère. Elle me regardait avec épuisement. Daniel, ce n'est qu'un petit garçon. Il ne l'a pas fait exprès. Ne sois pas si dramatique. Jette-le et prends en d'autres. Mais il l'a fait exprès. Arrête d'être jaloux de ton frère, a-t-elle lâché. C'est peu séduisant. C'était le récit. J'étais le jaloux. J'étais le difficile. David était juste plein de vie. Ce n'était pas seulement la nourriture. C'était tout. J'avais des corvées. David avait des activités. Je devais aider à plier le linge. David devait se reposer parce qu'il avait l'entraînement de foot. Si j'avais un A à un examen, c'était attendu. Si David avait un C, on allait manger une glace pour encourager ses efforts. J'ai commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. J'ai appris à être invisible. Je passais des heures dans ma chambre à lire, à dessiner, à planifier un avenir où je n'aurais pas à partager un toit avec eux, mais je ne pouvais pas les enfermer dehors. Littéralement, l'intimité était un concept auquel ma mère ne croyait pas, du moins pas pour moi. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à tenir un journal. Ce n'était rien de profond, juste les pensées d'un enfant solitaire. J'écrivais à quel point je détestais l'école, comment je voulais devenir architecte, et comment j'aurais aimé pouvoir parler davantage à papa. Papa travaillait toujours. C'était une figure distante, un pourvoyeur qui rentrait tard et partait tôt. Je l'idolâtrais parce qu'il était le seul qui ne me tourmentait pas activement, même s'il n'était pas là pour me protéger. Un après-midi, je suis rentré de l'école et j'ai entendu des rires venant du salon. C'était David et deux de ses amis. Je suis entré et je me suis figé. David se tenait sur la table basse, tenant un cahier bleu. Mon cahier. Écoutez ça, a claironné David en agitant le livre. Cher journal, aujourd'hui j'ai regardé les nuages et je me suis senti triste. J'aimerais être un oiseau pour pouvoir m'envoler. Ses amis ont éclaté de rire. Tu veux être un oiseau, Danny, a raillé l'un d'eux. Cuit. Mon visage a brûlé. C'était comme si on m'avait arraché la peau. Rends-moi ça, ai-je dit, la voix tremblante. Viens le chercher, l'homme-oiseau, a nargué David. Je me suis jeté sur lui. J'étais plus âgé, mais j'étais maladroit de rage. J'ai trébuché sur le tapis et j'ai percuté la table basse. Mes lunettes ont volé et ont dérapé sur le parquet. J'ai entendu un craquement. Un des amis de David avait marché dessus. J'étais assis là, à moitié aveugle, les écoutant rire. C'est à ce moment-là que maman est entrée. J'ai pensé qu'enfin, elle verrait. Elle verrait les lunettes cassées, le journal volé, la cruauté. Qu'est-ce qui se passe ici, a-t-elle demandé. Daniel a essayé de me plaquer, a menti instantanément David en descendant de la table. Il est fou. Maman m'a regardé, frottant mon genou meurtri, plissant les yeux sans mes lunettes. Puis elle a vu les montures cassées sur le sol. Daniel, a-t-elle soupiré, un son de profonde déception. Ces montures coûtaient cher. Pourquoi es-tu toujours si brutal? Et pourquoi te bats-tu avec les amis de David? Tu fais honte à la famille. Il a volé mon journal, ai-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. Ce n'est qu'un cahier, a-t-elle dit en ramassant les lunettes. David ne faisait que jouer. Les garçons créent des liens en se taquinant, Daniel. Tu dois t'endurcir. Si tu n'étais pas si sensible, il ne le ferait pas, elle m'a tendu les lunettes cassées. Va dans ta chambre et n'en sors pas tant que tu ne sauras pas te comporter. Je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que les larmes étaient inutiles dans cette maison. Je me suis assis sur mon lit, tenant les montures cassées, et j'ai fait le vœu de m'en sortir. Je serai brillant et je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme ça. Mais j'avais tort, car la personne qui allait me traiter encore plus mal que David n'était même pas encore entrée dans ma vie. Et le point de non-retour avec mon frère était tout proche. Alors que nous entrions dans l'adolescence, la dynamique est passée d'agaçante à dangereuse. David n'était plus seulement un parasite. C'était un tyran. Et comme il était populaire à l'école, il savait exactement comment monter le monde contre moi.
Il savait que j'étais harcelé à l'école. J'étais le gamin silencieux de la bibliothèque, la cible facile. Au lieu de me défendre, David s'est joint à eux. Il ne donnait pas les coups lui-même. Il était trop intelligent pour ça. Mais il fournissait les munitions. Il a parlé de mes peurs aux brutes de l'école. Il leur a parlé de l'énurésie nocturne avec laquelle j'avais lutté jusqu'à l'âge de 8 ans. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour me détruire. Un jour, je l'ai confronté dans le couloir à la maison. Pourquoi, lui ai-je demandé. Pourquoi me détestes-tu autant? David m'a regardé et son visage était vide d'émotion. C'était glaçant. Parce que tu es faible, Daniel. Et tu me donnes une mauvaise image. Papa veut un homme et il a eu toi. Va en enfer, ai-je marmonné. Toi d'abord, a-t-il souri. Pourquoi tu n'en finis pas? Personne ne s'en soucierait. Cette phrase est restée en suspens. Pourquoi tu n'en finis pas? Mon propre frère. Mais le point de rupture est survenu une semaine plus tard. C'était un samedi soir. Je dormais dans ma chambre. Je me suis réveillé avec une odeur étrange. Âcre, chimique, comme du plastique et des cheveux qui brûlent. Je me suis redressé d'un bond dans mon lit, me touchant la tête frénétiquement. Une mèche de mes cheveux sur le côté gauche grésillait. J'ai vu une lueur dans l'obscurité. David se tenait près de mon lit, un briquet à la main. Il riait en silence, ses épaules secouées. « Tu es fou » ai-je hurlé, reculant à 4 pattes et tombant du lit. « Tu m'as mis le feu. » Juste une petite coupe de cheveux, a-t-il ricané. « Détends-toi. » Mon cri a réveillé la maison. La lumière du couloir s'est allumée et des pas lourds ont tonné vers ma chambre. Ce n'était pas maman cette fois. C'était papa. Papa se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama, les cheveux en désordre. Il m'a regardé, agrippant mes cheveux roussis, sentant la fumée. Puis il a regardé David, qui tenait toujours le briquet, le sourire narquois figé sur son visage. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père regarder David, non pas avec fierté, mais avec horreur. « Que as-tu fait » La voix de papa était basse, terrifiante. Je lui faisais juste une blague, papa, a commencé David, cachant le briquet derrière son dos. Daniel fait juste son bébé. Tais-toi, a rugi papa. Le son a fait trembler les murs. Maman est apparue derrière lui, l'air terrifié. Robert, calme-toi, a-t-elle essayé de le calmer. C'était juste un accident. Regarde sa tête, Sylvia, a dit papa en me montrant du doigt. Ce n'est pas un accident. C'est une agression. C'est psychopathique. Papa s'est approché de David, lui a attrapé le poignet et lui a arraché le briquet de la main. Il a regardé David droit dans les yeux. J'ai attendu que tu grandisses. J'ai attendu que tu deviennes un homme. Mais tu ne deviens pas un homme. Tu deviens un monstre. Le lendemain matin, papa m'a conduit à un centre commercial délabré en périphérie de la ville. C'était une salle de sport d'arts martiaux mixtes. L'odeur de sueur et de vieux cuir m'a frappé dès que nous sommes entrés. Je ne peux pas être là à chaque seconde pour te protéger, Daniel, a dit papa, en regardant les tapis où des gars se battaient. Et je n'appellerai pas les flics pour mon propre fils. Pas encore. Mais tu dois apprendre à te débrouiller. Pas pour commencer les bagarres, mais pour les finir. C'était le début de ma transformation. Pendant 2 ans, je suis allé à cette salle de sport 4 fois par semaine. J'ai appris le jiu-jitsu brésilien. J'ai appris le muay thai. J'ai pris des coups. J'ai eu des bleus. Et j'ai appris que la douleur n'était pas la fin du monde. C'était juste une information. La discipline m'a changé. J'ai arrêté de marcher la tête baissée. Mes épaules se sont élargies. Je ne suis pas devenu un combattant. J'étais toujours le gamin silencieux et studieux, mais je marchais avec une énergie différente. Je n'étais plus une proie. David l'a senti. Il a arrêté les farces physiques pendant un moment. Il s'en tenait aux insultes verbales, aux commentaires désobligeants sur mon pyjama de lutte en sueur, mais je pouvais voir qu'il était méfiant. Il attendait une faiblesse. Et puis il a fait une erreur. Il a touché à mon argent. J'avais économisé de l'argent en tondant des pelouses et en donnant des cours de maths. J'avais $400 cachés dans un manuel et vidé dans mon placard. C'était mon fonds d'évasion. Je suis rentré un après-midi pour trouver le livre sur mon lit.
Ouvert. Vide. Je savais. Je savais tout simplement. J'ai marché droit vers la chambre de David. La porte était verrouillée. J'ai donné un coup de pied. Bam. Bam. Va-t'en, a crié David. Ouvre la porte, David. Rends-moi mon argent. Je n'ai pas ton stupide argent. J'avais besoin de nouvelles baskets. Maman a dit que c'était bon. C'était ça. L'excuse. Maman a dit que c'était bon. Quelque chose a cassé en moi. J'ai reculé d'un pas et j'ai donné un coup de pied dans la porte, juste près de la poignée. Le bois bon marché s'est fendu et la porte s'est ouverte. David était assis sur son lit, comptant mon argent. Il a levé les yeux, choqué. Il s'est levé, bombant le torse. Il était plus grand que moi maintenant, plus lourd. Sors de ma chambre, intello, où je vais. Il a balancé un poing vers moi. C'était lent, télégraphié, pathétique. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps a juste réagi. J'ai esquivé le coup, je suis entré, j'ai enroulé mes bras autour de sa taille et je l'ai mis à terre. C'était une projection à 2 jambes parfaites. Il a heurté le sol durement. Avant qu'il ne puisse se relever, je suis passé dans son dos et j'ai appliqué un étranglement arrière. Je n'ai pas serré assez fort pour le faire s'évanouir, juste assez pour lui faire savoir que je pouvais. Rends-moi l'argent, lui ai-je murmuré à l'oreille. Maman, a crié David, sa voix se brisant. Il me tue. Maman est arrivée en courant. Elle m'a vu sur son précieux ange. Daniel, lâche-le. Espèce d'animal. Elle a commencé à me frapper dans le dos. J'ai lâché prise et je me suis levé. J'ai attrapé l'argent sur le lit. David s'est recroquevillé, se frottant le cou, faisant de faux bruits d'étouffement. Il a essayé de me tuer, a sangloté David. Comment oses-tu, m'a crié maman, le visage rouge. Agresser ton frère pour quelques dollars. Tu es violent. Tu es incontrôlable. Il m'a volé, ai-je dit calmement, empochant l'argent. C'est ton frère. Ce qui est à toi est à lui, a hurlé maman. Assez. Papa était dans l'encadrement de la porte. Il était rentré plus tôt. Il a regardé la porte cassée. Il a regardé David pleurer faussement sur le sol. Il m'a regardé, debout, respirant calmement. L'as-tu frappé, Daniel, a demandé papa. Non, monsieur. Je l'ai maîtrisé. Il a frappé le premier. Papa a regardé David. C'est vrai? David n'a pas répondu, il a juste continué à sangloter. Papa m'a regardé à nouveau et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une lueur de respect. Bien, a dit papa. David, considère-toi chanceux qu'il t'ait seulement maîtrisé. Si tu voles encore, je le laisserai finir le travail. Cette nuit-là, la dynamique de la maison a changé pour toujours. David ne m'a plus jamais touché physiquement. Mais la haine est comme l'eau. Si vous bloquez son chemin, elle trouve simplement une nouvelle fissure pour s'infiltrer. David a décidé que s'il ne pouvait pas me battre physiquement, il me détruirait émotionnellement. Il attendrait, et il a attendu longtemps. J'ai quitté cette maison le jour de mes 18 ans. J'ai obtenu une bourse complète pour une université à 3 heures de route. J'ai fait mes valises, j'ai serré la main de papa, j'ai ignoré David et j'ai brièvement embrassé maman, surtout par obligation. L'université, c'était la liberté. Je me suis épanoui. Je me suis spécialisé en informatique et en architecture. J'ai rencontré des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. J'ai rencontré Marc, mon meilleur ami, qui m'a appris que la loyauté n'était pas transactionnelle. Et puis, en 3e année, j'ai rencontré Karen. Karen était la lumière. Elle était tout ce que ma vie de famille n'était pas. Elle était pétillante, affectueuse et tactile. Elle me touchait le bras quand elle riait. Elle me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment la réponse. Je suis tombé éperdument amoureux. Je suis tombé avec l'intensité désespérée d'un homme mourant de soif qui trouve enfin de l'eau. J'ai ignoré les signaux d'alarme. J'ai ignoré comment elle déformait parfois les histoires pour se faire passer pour la victime. J'ai ignoré son besoin constant de validation de la part de chaque homme dans la pièce. Nous nous sommes mariés 2 ans après l'obtention de notre diplôme. C'était un beau mariage. Même ma famille s'est bien comportée. David était là, beau dans son costume.
jouant le rôle du charmant témoin. Il a fait un discours qui parlait principalement de lui, mais j'ai laissé passer. J'étais trop heureux. J'ai trouvé un emploi dans un grand cabinet. Nous avons acheté une maison en banlieue. Je pensais avoir gagné. Je pensais avoir échappé à la malédiction de mon enfance. Mais les fissures ont commencé à apparaître après 3 ans. Je travaillais tard un soir quand l'iPad de Karen, qui était synchronisé avec son téléphone, s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. Je ne fouinais pas. Je le déplaçais juste pour essuyer la table. Un message est apparu. Ta peau me manque. L'expéditeur était Jeff du travail. Mon monde a basculé. Je l'ai confrontée. Elle a pleuré. Mon Dieu, elle a pleuré si magnifiquement. Elle m'a dit qu'elle se sentait négligée parce que je travaillais si dur pour ma promotion. Elle a dit que c'était juste des textos, juste émotionnels, rien de physique. Elle a supplié. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Je lui ai pardonné. Pourquoi? Parce que j'étais terrifié. Le petit garçon en moi qui mangeait ses céréales seul était terrifié d'être abandonné. Je ne voulais pas d'un foyer brisé. Je ne voulais pas être un homme divorcé à 28 ans. 6 mois plus tard, j'ai découvert l'existence de l'ex-petite amie. Ils s'étaient rencontrés pour un café qui s'était transformé en un week-end alors que je rendais visite à une tante malade. Cette fois, j'ai fait une valise. J'étais prêt à partir. Daniel, s'il te plaît. Karen s'est accrochée à ma jambe dans notre couloir. Je suis malade. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai besoin d'aide. Je t'aime. Tu es la seule chose stable dans ma vie. Ne me quitte pas, je l'ai regardé et j'ai vu une personne brisée. Je pensais que je pouvais la réparer. Je pensais que mon amour était assez fort pour guérir sa fragilité. C'était l'arrogance d'un sauveur. C'est la dernière fois, Karen, lui ai-je dit, ma voix tremblante. Si tu me mens encore une fois, c'est fini entre nous. Je le jure, a-t-elle sangloté. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons fonder une famille. Un bébé nous rapprochera. Un bébé. C'était le plus vieux piège du monde, et je suis tombé dedans. À cette époque, David est revenu dans nos vies. Il avait changé d'emploi en emploi. Barman, agent immobilier, entrepreneur, sans jamais se fixer. Il était toujours fauché, demandant toujours de l'argent à maman. Mais soudain, il voulait être ami. Il a commencé à venir pour des barbecues. Il apportait du vin. Il était charmant avec Karen. Je pense qu'il a changé, m'a dit Karen un soir alors que nous faisions la vaisselle. Il a l'air vraiment seul, Daniel. Il t'admire. Il ne m'admire pas, j'ai séché une assiette agressivement. Il veut quelque chose. Tu es trop dur avec lui, m'a-t-elle réprimandé gentiment. Il parle de toi tout le temps. Il m'a dit à quel point il regrettait d'avoir été méchant avec toi quand vous étiez enfant. Je voulais le croire. Je voulais un frère, alors j'ai baissé ma garde. David a commencé à venir quand j'étais au travail. Juste pour réparer l'évier pour Karen, disait-il, ou juste pour déposer des outils. Je me souviens d'être rentré un vendredi. David était là, assis sur mon canapé, buvant ma bière. Karen riait de quelque chose qu'il disait. Son visage était rouge. Quand je suis entré, le rire s'est arrêté brusquement. Salut, grand frère. David a levé sa bouteille. Je tiens juste compagnie à la femme. J'ai senti un picotement dans la nuque. L'intuition, mais je l'ai réprimé. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'étais le jaloux, n'est-ce pas? C'est ce que maman disait toujours. Merci, David, ai-je dit avec raideur. En fait, David me parlait de sa rupture avec Jessica, a dit Karen rapidement. Trop rapidement. Le pauvre gars a le cœur brisé. Ouais, a souri David, ses yeux s'attardant sur Karen une fraction de seconde de trop. Cœur brisé. J'aurais dû le jeter dehors à ce moment-là. J'aurais dû écouter mon instinct. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire. 3 mois plus tard, Karen m'a fait asseoir sur le lit. Elle m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un test de grossesse positif. On l'a fait, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. J'ai ressenti une vague d'émotion, de la joie, du soulagement et une étrange et lourde anxiété. Je l'ai serré dans mes bras.
Nous allons être parents. Un nouveau départ, a-t-elle dit contre mon épaule. Nous l'avons annoncé à la famille lors du dîner du dimanche. Maman a applaudi. Enfin, s'est-elle exclamée. Daniel fait quelque chose de bien. Oh, je vais être grand-mère. Papa m'a serré fermement la main. Fier de toi, fils. Tu seras un bon père, meilleur que moi. C'était un rare moment de vulnérabilité de sa part. David était là, assis au bout de la table. Il picorait dans son assiette. Quand l'annonce a été faite, il n'a pas souri. Il a juste regardé Karen. Félicitations, a-t-il dit, sa voix plate. Qui est l'heureux élu? La table est devenue silencieuse. David, la grondée maman. Quelle horrible blague. Je plaisante. David a souri, mais ses yeux étaient froids. Félicitations, grand frère. Vraiment, tu dois être surpris. J'ai mis ça sur le compte de David étant David. Amer, jaloux, David. J'étais trop occupé à planifier la chambre du bébé. Je choisissais des berceaux. Je lisais des livres sur la paternité. J'étais déterminé à être le père que je n'avais jamais eu. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, les choses sont devenues étranges. Karen est devenue distante. Pas émotionnellement, elle était excessivement affectueuse, presque théâtrale, mais physiquement. Elle ne voulait pas que je touche son ventre. Elle disait qu'elle se sentait sensible. Mais chaque fois que nous allions chez mes parents, elle s'asseyait à côté de David. Je les voyais parler à voix basse dans un coin. Si je m'approchais, ils changeaient de sujet pour parler du temps ou du sport. Un soir, ma voisine, Madame Gable, m'a interpellé à la boîte aux lettres. C'était une vieille dame curieuse, mais perspicace. Daniel, elle s'est penchée par-dessus la clôture. Votre frère reste chez vous? Non, ai-je froncé les sourcils. Pourquoi? Oh, elle a ajusté ses lunettes. Je vois sa vieille Honda bleue dans votre allée assez souvent pendant la journée, généralement vers l'heure du déjeuner. Je pensais juste qu'il squattait peut-être là. Mon estomac s'est noué. Je travaillais à l'autre bout de la ville. Je partais à 7 heures du matin et je revenais à 18 heures. La Honda bleue de David. Il est le Karen avec des choses à la maison, ai-je menti. La protégeant, me protégeant de la vérité. C'est gentil de sa part, a dit Madame Gable, l'air peu convaincu. Une famille très serviable. Je suis rentré et j'ai demandé à Karen. David est-il venu? Elle s'est figée en coupant des carottes. Une ou deux fois, il m'a apporté des cornichons dont j'avais envie. Pourquoi tu me surveilles? Elle a retourné la situation instantanément. Tu es de nouveau paranoïaque, Daniel. Comme avec le cahier. Vas-tu m'accuser de te tromper alors que je porte ton enfant? J'ai reculé. Non, je suis désolé. Je suis juste stressé. Tu dois te détendre, elle m'a embrassé sur la joue. Pense au bébé. Le bébé. Henri est né en novembre. Il était magnifique, mais il ne me ressemblait pas. Il avait un duvet sombre sur la tête. J'ai les cheveux châtain clair. Karen a les cheveux blonds. Gène récessif, a dit le médecin. Ça arrive. J'aimais Henri. Je l'aimais de tout mon être. Je me réveillais pour les biberons de minuit. Je changeais les couches. C'est moi qui le calmais quand il avait des coliques. Karen semblait détachée. Elle souffrait de dépression postpartum, ou du moins c'est ce que je pensais. Elle passait beaucoup de temps sur son téléphone. Quand Henri avait 2 ans, je cherchais nos documents fiscaux dans le classeur. Karen était désorganisée. Elle fourrait tout dans des tiroirs au hasard. J'ai sorti une pile de papier et un reçu froissé est tombé. C'était d'un motel 6 en périphérie de la ville. Daté d'il y a 3 ans. La date? J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était le mois où Henri a été conçu. Ce n'était pas à mon nom. C'était payé en espèces. Mais il y avait un numéro de téléphone griffonné au dos de l'écriture de Karen. Je connaissais ce numéro. C'était le numéro d'un téléphone prépayé que David avait quand il vendait des compléments à base de plantes. Je me suis assis sur le sol de mon bureau à domicile, tenant ce morceau de papier. La pièce tournait. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec la force d'un train de marchandises. Les visites secrètes.
Les commentaires des voisins. La façon dont David regardait Karen. La façon dont Henri ressemblait à David. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis devenu engourdi. La partie architecturale de mon cerveau a pris le dessus. J'avais besoin de preuves. Des preuves irréfutables, indéniables. Je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain où se trouvait la brosse à cheveux d'Henri, et j'ai pris quelques mèches de cheveux. Puis je suis allé dans notre chambre et j'ai fait un prélèvement sur ma propre joue. J'ai posté le kit au laboratoire le lendemain matin. Et puis j'ai attendu pendant 5 jours angoissants. J'ai joué le rôle du mari et du père aimant. J'ai embrassé Karen pour lui dire au revoir. J'ai serré David dans mes bras lors d'un barbecue familial. J'ai attendu que la tempête éclate. L'email du laboratoire est arrivé un jeudi après-midi. Objet, résultat du test de paternité. Dossier numéro 9 1982. J'ai cliqué. J'ai fait défiler le jargon scientifique jusqu'en bas. Probabilité de paternité, 0%. Exclu. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les pixels me brûlent les rétines. 0%. Pas une marge d'erreur. 0. J'ai imprimé le document. Je l'ai mis dans un dossier manille. J'ai quitté le travail plus tôt. Quand je suis rentré à la maison, Karen était dans le salon en train de regarder la télé. Henri était à la garderie. « Tu es rentré tôt », a-t-elle souri. Mais son sourire s'est effacé quand elle a vu mon visage. « Daniel, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai jeté le dossier sur ses genoux. « Lis. » Elle l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la page. Son visage est devenu pâle, puis gris. Ses mains ont commencé à trembler si fort que le papier a cliqueté. « Daniel, je peux expliquer. » Expliquer ? Je me suis tenu au-dessus d'elle. Expliquer comment mon fils a 0% de mon ADN. Expliquer qui est le père, Karen. Elle s'est mise à pleurer. Les mêmes larmes qui avaient fonctionné avant. C'était une erreur. C'était juste une fois. Nous étions ivres. Nous, ai-je demandé. Qui est le nous ? Elle s'est mordu la lèvre. Elle ne pouvait pas le dire. Est-ce que c'est David, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Elle a hoché la tête. La confirmation était pire que le soupçon. Mon frère ? Tu as couché avec mon frère. Il était là pour moi, a-t-elle sangloté. Tu travaillais toujours. Il m'écoutait. C'est juste arrivé. Où, ai-je demandé. Ici, a-t-elle murmuré. Dans notre lit. La nausée m'a frappé d'un coup. Monte dans la voiture. Quoi ? Monte dans la voiture, Karen. Nous allons chez mes parents. Nous allons en finir. Non, Daniel. S'il te plaît. Ton père va le tuer. S'il te plaît. Réglons ça entre nous. Il n'y a plus de nous. Monte dans la voiture. Le trajet a été silencieux. Karen a pleuré tout le long. Je ne ressentais rien. J'étais un missile verrouillé sur une cible. Nous sommes arrivés chez mes parents. La voiture de David était là. Parfait. J'ai traîné Karen à l'intérieur. Maman et papa étaient dans le salon, prenant le thé. David était affalé sur le fauteuil inclinable, faisant défiler son téléphone. Daniel, maman s'est levée. Karen, pourquoi pleures-tu ? Asseyez-vous, ai-je commandé. Ma voix était différente. Ce n'était pas la voix du garçon qui se faisait harceler. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ils se sont assis. David, j'ai regardé mon frère. Dis-leur. Leur dire quoi, a feint l'ignorance David, mais il avait l'air nerveux en voyant l'état de Karen. Qu'est-ce que tu lui as fait, Daniel ? Parle-leur de l'aventure, ai-je dit. Parle-leur d'Henri. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre l'horloge faire tic-tac. De quoi parles-tu ? A demandé maman, sa voix aiguë et stridente. J'ai jeté le test ADN sur la table basse. Henri n'est pas mon fils. C'est celui de David. Maman a halté. Elle a regardé le papier, puis David. David ? C'est vrai ? David s'est levé, acculé. Il a haussé les épaules, un sourire narquois se dessinant sur son visage.
Le masque est tombé. Écoutez, ce n'est pas ma faute, d'accord? Karen m'a dragué. Elle se sentait seule. Daniel est ennuyeux. Il a toujours été ennuyeux. Je ne faisais que la réconforter. La réconforter, a parlé papa. Il n'avait pas encore bougé. Il était assis très immobile, agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Ouais, papa, a ricané nerveusement David. Nous avons une connexion. Et honnêtement, j'ai rendu service à Daniel. Au moins, le gamin a de bons gènes maintenant. Je suis le plus beau, non? Tu as couché avec la femme de ton frère, a dit papa, sa voix s'élevant. Dans sa maison, et tu l'as laissé élever ton enfant pendant 3 ans. Nous ne voulions pas le blesser, a argumenté David. Nous le protégions. Me protéger? J'ai ri. Tu as volé ma vie, David. Tu as volé mon argent quand nous étions enfants. Tu m'as tourmenté et maintenant tu voles ma famille. Oh, arrête de jouer la victime, m'a lancé David. Tu joues toujours la victime. Maman, dis-lui d'arrêter. Maman a regardé entre nous. Des larmes coulaient sur son visage. Peut-être que nous pouvons arranger ça, a-t-elle balbutié. Nous sommes une famille. Henri est toujours notre petit-fils. Est-ce que ça a de l'importance de quel fils il vient? Le sang est le sang. J'ai regardé ma mère avec un pur dégoût. Tu es sérieuse? Il a commis un adultère incestueux, et tu dis que le sang est le sang? Sylvia, tais-toi, a dit papa. Il s'est levé. Il semblait grandir de 10 centimètres. Papa s'est approché de David. David a tressailli, s'attendant à un coup, mais papa ne l'a pas frappé. Il l'a regardé comme s'il regardait un étranger. Cafard. Tu es une honte, a dit clairement papa. Tu n'es pas un homme. Tu es un parasite. Papa, allons, a gémi David. Je te coupe les vivres, a annoncé papa. L'argent de poche s'arrête aujourd'hui. Les paiements de la voiture s'arrêtent aujourd'hui. Ton loyer s'arrête aujourd'hui. Et le fonds pour l'université. Disparu. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé David. J'ai besoin de cet argent. J'ai un enfant maintenant. Exactement, a dit papa. Tu as un enfant. Tu es un père. Va être un homme et soutiens-le. Mais tu ne le feras pas avec mon argent. Papa s'est tourné vers moi. Daniel, je suis tellement désolé. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé cela arriver parce que j'étais trop aveugle pour voir ce qu'il était vraiment. C'est bon, papa, ai-je dit. Papa a montré la porte. Sors, David. Prends Karen avec toi si tu veux, mais sors de ma maison. Si tu reviens ici, j'appellerai la police et je te ferai inculper pour violation de propriété. Maman, David a regardé maman. Maman sanglotait dans ses mains. Elle n'a pas levé les yeux. Elle savait que papa était sérieux. Très bien, a craché David. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai Karen. Nous serons heureux. Nous vous poursuivrons pour les droits des grands-parents. Sors, a rugi papa. David a attrapé le bras de Karen. Allons-y, Karen m'a regardé une dernière fois. Daniel, ne. Va-t'en, c'est tout, ai-je dit. Ils sont partis. La porte a claqué. Le silence qui a suivi était lourd, mais il était pur. C'était comme l'air après un orage. Les jours qui ont suivi l'explosion ont été un tourbillon de réunions juridiques. Je ne suis pas retourné à la maison vide. Je suis resté dans un hôtel pendant une semaine, puis j'ai déménagé dans un appartement en ville. Je ne pouvais plus dormir dans ce lit. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. Quand je lui ai raconté l'histoire, même lui, un homme qui avait tout vu, a haussé les sourcils. Ça va être compliqué, a-t-il dit. Mais nous avons le dessus. L'adultère est prouvé. La paternité est prouvée. Nous pouvons contester toute pension alimentaire. J'ai demandé le divorce pour adultère et fraude. J'ai légalement désavoué la paternité d'Henri. C'était la partie la plus difficile. Se tenir devant un juge et signer un papier qui disait « Je ne suis pas le père de ce garçon ». J'ai pleuré ce jour-là. Pas pour Karen, pas pour David, mais pour le petit garçon qui m'appelait papa. Il était innocent dans tout ça. Mais je ne pouvais pas le regarder sans voir le sourire narquois de David.
Je ne pouvais pas le faire. 2 mois plus tard, j'ai découvert que la guerre n'était pas terminée. J'étais chez papa pour le dîner. Il n'y avait que lui et moi. Maman se reposait dans sa chambre. Elle était déprimée depuis que David avait été chassé. Le téléphone de papa a bipé. C'était une alerte bancaire. Il a froncé les sourcils, a mis ses lunettes de lecture et a vérifié. Son visage est devenu violet. Cette femme, a-t-il murmuré. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Elle a transféré 5 000 $ à David de notre compte d'épargne commun. Papa s'est levé et a marché vers l'étage. Je l'ai suivi. Il a ouvert la porte de la chambre à coucher. Maman était assise là, tenant son téléphone. Elle avait l'air coupable. Tu pensais que je ne le remarquerais pas, a crié papa. Il meurt de faim, Robert, a pleuré maman. Il vit dans un studio. Il n'a pas de travail. Il a un bébé. C'est un homme adulte, a hurlé papa. Il a fait ses choix. Et toi? Tu le choisis lui plutôt que ton mari, plutôt que le fils qu'il a trahi. C'est mon bébé. Si tu lui envoies un centime de plus, a dit papa, sa voix tremblante de rage, je divorcerai. Je le jure sur la tombe de ma mère, Sylvia, je gèlerai les comptes et je te quitterai. Tu m'entends? Maman est devenue pâle. Elle n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. La menace de la pauvreté la terrifiait plus que la perte de son fils. Je promets, a-t-elle murmuré. Plus jamais. C'était la fin du filet de sécurité de David. Et c'est à ce moment-là que la vraie souffrance a commencé pour lui. 5 mois. C'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour commencer à se recabler après un traumatisme. J'ai passé ces 5 mois à reconstruire les fondations de ma vie. Brique par brique. J'ai commencé à voir le docteur Aéris, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Pendant les premières séances, je suis resté assis là à regarder le sol. Je ne pouvais pas articuler la honte. Comment raconter à un étranger que votre frère et votre femme ont conspiré pour vous humilier de la manière la plus primaire possible? Mais lentement, le brouillard s'est levé. J'ai réalisé que le poids lourd sur ma poitrine n'était pas du chagrin. C'était l'absence de toxicité. Pour la première fois en 34 ans, je ne marchais pas sur des œufs. Je n'attendais pas la prochaine farce de David ou la prochaine critique de maman. Ma carrière a explosé une fois les distractions à la maison disparues. J'ai tout mis dans mon architecture. J'ai conçu un centre communautaire durable qui a remporté un prix d'État. Les associés de mon cabinet l'ont remarqué. J'ai obtenu une promotion au poste d'associé principal, avec un bureau d'anglais et une augmentation de salaire qui m'a fait passer dans une autre tranche d'imposition. J'ai quitté l'appartement et j'ai acheté un nouvel endroit. C'était plus petit que la maison que je partageais avec Karen, mais c'était le mien. Pas de souvenirs, pas de fantômes, juste des lignes épurées, des espaces ouverts et du silence. Mais alors que je m'élevais, David tombait. Je ne cherchais pas d'informations sur lui. Mais dans une petite ville, les nouvelles voyagent vite. Ma cousine Sarah, témoin réticente de notre drame familial, est devenue mon informatrice involontaire. Nous nous sommes retrouvés pour un café un mardi pluvieux. Tu ne veux pas savoir, Daniel, a-t-elle dit en remuant nerveusement son latte. Je crois que si, ai-je répondu. Ça m'aide à dormir la nuit. Elle a soupiré. C'est grave. Maman lui a complètement coupé les vivres. Papa a menacé de divorcer si elle envoyait un centime, et elle a trop peur d'être pauvre pour lui désobéir, alors David a dû abandonner son programme. Et il travaille, elle a grimacé, dans ce garage sur la 5e rue. Le centre de vidange rapide. J'ai failli m'étouffer avec mon café. David, qui se moquait de moi parce que j'avais de l'encre sur les mains, qui pensait que le travail manuel était indigne de lui, changeait maintenant des filtres à huile pour le salaire minimum. Et Karen, ai-je demandé. Elle travaille comme serveuse au dîner. Ils vivent dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une laverie. Sarah a baissé la voix. Je les ai entendus se disputer l'autre jour, des scènes de ménage. Le bébé pleure toute la nuit. David boit trop. C'est une cocotte minute, Daniel. J'ai regardé par la fenêtre la pluie. J'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de satisfaction. C'était la logique froide et dure du karma. Ils avaient construit leur relation sur la tromperie et la luxure. Pensant que l'adrénaline de l'aventure durerait éternellement, mais l'adrénaline s'estompe.
Et quand vous enlevez le frisson de l'interdit, tout ce qui reste, c'est un bébé qui pleure, des factures impayées et un partenaire en qui vous ne pouvez pas avoir confiance parce que vous savez exactement de quoi il est capable. Le calme n'a pas duré éternellement. La tempête finale a frappé un vendredi matin. J'ai reçu une lettre officielle de Monsieur Henderson, l'avocat de mon père. C'était une convocation à une réunion à son bureau. La lettre était adressée à moi, à David et à mes parents. J'ai immédiatement appelé papa. De quoi s'agit-il, papa? Tu vas bien? C'est ton cœur? Je vais bien, Daniel. La voix de papa était bourrue mais stable. Je mets juste de l'ordre. Je ne veux pas laisser de désordre quand je partirai. Sois juste là. Je suis arrivé au cabinet d'avocat à 10 heures précises. Je portais mon plus beau costume sur mesure. Je conduisais ma nouvelle voiture, une berline allemande élégante et fiable. Pas une voiture de sport flashy, mais un symbole de stabilité. Quand je suis entré dans la salle de conférence, l'air était assez épais pour étouffer. Maman était là, l'air d'avoir 10 ans de plus. Elle n'osait pas croiser mon regard. Papa était assis en bout de table, ressemblant à une statue de pierre. Et puis il y avait David et Karen. Ils avaient l'air dépenaillés. David portait un polo légèrement froissé et taché de graisse aux poignets qui ne partait pas. Il avait l'air fatigué. Son visage était bouffi, ses yeux rougis. Karen avait l'air mince, les cheveux tirés en un chignon désordonné. Elle faisait rebondir Henri sur son genou. Le garçon avait l'air propre et nourri, Dieu merci. Mais ses parents semblaient à peine tenir le coup. Quand je suis entré, David a levé les yeux. J'ai vu un éclair de la vieille haine, mais il a été rapidement remplacé par autre chose. L'envie. Une envie pure et sans mélange pour mon costume, ma montre, mon sang-froid. Beau costume, a marmonné David. Ça doit être bien d'avoir un revenu disponible. Ça l'est, ai-je dit simplement, prenant le siège le plus éloigné d'eux. Ça vient du travail. Je travaille, a rétorqué David. Je travaille 10 heures par jour sous des tas de voitures pourries. Messieurs, a dit Monsieur Henderson en entrant avec un épais classeur en cuir. Commençons. Monsieur Henderson s'est assis et a ajusté ses lunettes. Robert m'a demandé de mettre à jour son testament et ses dernières volontés et de faire connaître les termes à tous les bénéficiaires immédiatement pour éviter toute confusion à l'avenir. David s'est penché en avant, une lueur d'espoir dans les yeux. Il pensait probablement que papa allait s'adoucir. Il pensait probablement, papa essaie juste de me faire peur. Il ne me coupera pas vraiment les vivres. Selon le testament précédent, a commencé Monsieur Henderson, la succession, actuellement évaluée à environ 2 millions de dollars, comprenant des biens immobiliers, des actions et des actifs liquides, devait être divisée à parts égales entre Daniel et David. David a hoché la tête, regardant Karen. Tu vois, a-t-il chuchoté. Cependant, a poursuivi Monsieur Henderson, sa voix baissant d'une octave, ce document a été déchiqueté. La pièce est devenue silencieuse. Ceci est la nouvelle fiducie entre vif et le testament final. Monsieur Henderson a ouvert le classeur. Je vais lire les clauses principales. À ma femme, Sylvia, je laisse la maison conjugale et une allocation mensuelle. À condition qu'elle n'utilise aucun de ses fonds pour soutenir une personne autre qu'elle-même. Papa a fixé maman. Elle a hoché la tête docilement. À mon fils aîné, Daniel, à lui Henderson, je laisse l'intégralité de mon portefeuille d'investissement, la collection de montres anciennes, le chalet familial dans le Lake District et les actifs en espèces restants. Valeur totale estimée à 2 millions de dollars. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'était pas pour l'argent. C'était la validation. Et à mon fils cadet, David, a fait une pause Henderson. Il a même semblé mal à l'aise une seconde. David retenait son souffle. Karen a arrêté de faire rebondir le bébé. Je laisse la somme de $1. David a cligné des yeux. Quoi? $1, a répété Henderson. Et une clause spécifique. Ce montant est légué pour s'assurer que David est reconnu comme mon fils et non omis accidentellement, l'empêchant ainsi de contester ce testament pour motif d'oubli. Je ne lui laisse rien d'autre, car il a déjà pris plus à cette famille que l'argent ne peut acheter. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son d'une lame de guillotine frappant le billot. Puis l'explosion. David s'est levé de sa chaise, la renversant. C'est une blague, n'est-ce pas, papa?
C'est illégal. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, et je l'ai fait, a dit papa, sans même scier. J'ai un fils, a hurlé David en montrant Henri, qui a commencé à pleurer. C'est ton petit-fils. Tu vas le laisser mourir de faim. Tu as des mains, David, a dit froidement papa. Tu as un travail. Nourris-le toi-même. Daniel a fait son propre chemin. Tu t'es moqué de lui pour ça. Maintenant, c'est ton tour. C'est une influence indue. David s'est tourné vers moi, le visage violet de rage. Toi, tu l'as empoisonné contre moi. Tu lui as chuchoté à l'oreille. Je n'ai eu besoin de rien chuchoter, David, ai-je dit calmement, en restant assis. Tu as hurlé qui tu étais avec tes actions. Tu as couché avec ma femme. Tu as menti à propos d'un enfant. Tu t'es fait ça tout seul. Je vais poursuivre, David a frappé du poing sur la table. Je vais le contester. Vous pouvez essayer, a interjecté M. Henderson en douceur. Mais ce testament inclut une clause d'incontestabilité. Si vous le contestez et perdez, ce qui arrivera, étant donné les preuves documentées de votre éloignement et de votre conduite, vous serez responsable de tous les frais de justice. Avez-vous 50 000 $ pour une provision, David? David est resté là, la poitrine haletante. Il a regardé l'avocat. Il a regardé papa. Il m'a regardé et il a réalisé pour la première fois de sa vie qu'il n'avait aucun pouvoir. L'enfant chéri était terni. Viens, Karen, a-t-il craché. Il ne l'a même pas aidé avec le sac à langer. Il est juste sorti en trombe. Karen m'a regardé avec des yeux pleins de regret. Un regard calculé, désespéré, avant de se traîner dehors après lui. Après leur départ, l'énergie dans la pièce a changé. Maman pleurait silencieusement dans un mouchoir. Papa a soupiré. Un long son rauque qui semblait dégonfler tout son corps. Robert, a murmuré maman. $1? N'est-ce pas trop cruel? La cruauté, a dit papa en enlevant ses lunettes et en se frottant les yeux. C'est de laisser un enfant croire que le monde lui doit tout jusqu'à ce qu'il détruise les gens autour de lui. J'ai été cruel pendant 30 ans, Sylvia. Je t'ai laissé le choyer. Je l'ai laissé harceler Daniel. J'ai créé ce monstre. Ceci. C'est la seule gentillesse qu'il me reste à lui offrir. La gentillesse de la réalité. Papa s'est levé et s'est approché de moi. Il a posé une main sur mon épaule. Sa poigne était forte, mais sa main tremblait légèrement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Daniel, a-t-il dit. Je suis resté là à te regarder te faire mettre de côté pendant des années parce que c'était plus facile que de me battre avec ta mère. Je t'ai laissé tomber. Je me suis levé et j'ai regardé cet homme, mon héros, mon protecteur, et pourtant ma première déception. Tu as été à la hauteur quand ça comptait, papa, ai-je dit. Tu m'as sauvé du feu quand nous étions enfants, et tu m'as sauvé de l'épave maintenant. Tout va bien entre nous. Nous nous sommes étreints. Ce n'était pas une étreinte de film. C'était maladroit et rigide, mais c'était réel. Mais Daniel, papa s'est reculé, me regardant dans les yeux. L'argent, ce n'est que de l'argent. Ne le laisse pas te pourrir comme il l'a pourri lui. Construis quelque chose. Construis une vie qui te rend heureux. C'est tout ce que je veux. Je le ferai, ai-je promis. Je suis sorti de ce bureau sous un soleil éclatant. Je me sentais plus léger. Le chiffre de 2 millions de $ était abstrait, des chiffres sur une page. Mais le regard sur le visage de David, la prise de conscience qu'il ne pouvait pas se sortir de cette situation par la manipulation, c'était le véritable héritage. Maintenant, nous sommes de retour à hier, à l'appel téléphonique. Je suis assis dans mon bureau. Les plans sont sur ma table. Le soleil se couche, projetant de longues ombres orangées sur le sol. David est à l'autre bout du fil. La grandiloquence du bureau de l'avocat a disparu. La colère a disparu. Tout ce qui reste, c'est le ton génial et désespéré d'un homme qui se noie dans ses propres conséquences. Daniel, s'il te plaît, renifle-t-il. Je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci. Le garage a réduit mes heures. Karen. Elle parle de me quitter. Elle dit qu'elle va emmener Henri chez sa mère dans l'Ohio. Si elle part, je n'ai plus rien. J'écoute le silence de mon bureau. J'entends le bourdonnement du climatiseur. Je vois le cadre photo sur mon bureau.
C'est une photo de moi et de papa à la pêche la semaine dernière. Pas de maman, pas de David, juste la paix. Tu n'as pas rien, David, je dis dans le téléphone. Tu as exactement ce que tu voulais. Tu as la fille. Tu as la liberté des attentes de papa. Tu as la vie que tu as choisie. Je suis ton frère, gémit-il. Le sang est plus épais que l'eau. La citation complète, je le corrige, ma voix stable, et le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux dont nous héritons. Tu as rompu l'alliance, David. Tu l'as brûlée. Je te rembourserai, supplie-t-il. Juste un prêt. 10 000, ce n'est rien pour toi maintenant. Je regarde le chéquier. Je pourrais le faire. Ça n'entamerait pas mon compte. Mais je sais ce qui se passerait. Si je lui donne un pouce, il prendra 1 000. Si je le sauve maintenant, il n'apprendra jamais à nager. Non, je dis. Daniel. Au revoir, David. N'appelle plus ce numéro. J'appuie sur le bouton rouge. La connexion est coupée. Je reste assis là pendant un long moment. Je m'attends à ressentir de la culpabilité. Je m'attends à ce que le vieux conditionnement se déclenche. La voix de ma mère me disant de partager, d'être le plus intelligent, de protéger mon petit frère. Mais elle ne vient pas. Au lieu de cela, je ressens un profond sentiment de clarté. Je réalise que pendant des années, je m'étais accroché à un fantasme. Le fantasme que si j'étais juste assez bon, assez brillant, ou assez indulgent, ma famille m'aimerait comme ils aimaient David. Je pensais que l'amour était une transaction. Mais le véritable amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acheter avec votre dignité. Je prends mon stylo et je retourne à mes plans. Je conçois une maison pour un jeune couple. Elle a une grande cuisine, une salle de jeu et des fondations solides. Je la conçois avec soin. Je m'assure que les murs sont assez épais pour se protéger du froid, mais que les fenêtres sont assez grandes pour laisser entrer la lumière. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai des problèmes de confiance sur lesquels je travaille encore. Je tressaille quand une femme s'approche trop vite, mais je suis libre. Je rentre chez moi ce soir-là. Je m'arrête dans un dîner, pas celui où travaille Karen, et je commande un steak. Je le mange seul en lisant un livre. Une serveuse me sourit, un sourire chaleureux et sincère. Je lui souris en retour. Peut-être, juste peut-être, je lui demanderai son numéro la prochaine fois. Mais il n'y a pas d'urgence. J'ai le temps. J'ai la paix. Et pour la première fois de ma vie, l'histoire ne parle pas de David. Elle parle de moi.